Salut à tous, on continue Gathering Storm avec la dernière vidéo qui était sur les questionnements de Roboute Guilliman. Vraiment une vidéo assez intéressante que je vous invite à voir si vous n'avez pas été la visionner déjà, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une vision extérieure à l'Imperium de par quelqu'un qui le constitue et qui est plutôt censément le centre de cet Imperium-là, à savoir un Primarque. Et bien le Primarque arrive après 10 000 ans de sommeil et retrouve un Imperium qu'il ne reconnaît pas, et c'est vraiment assez intéressant. Alors, on nous dit que il met quand même, après 4 jours et 4 nuits d'isolement, donc 4 jours et 4 nuits à réfléchir à tout ça, je pensais que c'était quand même un peu plus rapide, mais c'est dire à quel point c'était long, peut-être qu'il a simplement fait un gros dodo, on ne sait pas. Eh bien, Roboute Guilliman ressort et va dans le stratagème pour reprendre en main la direction de la défense de Macrèche, parce que contrairement à ce qu'on nous laissait penser, en fait, c'était simplement la forteresse qui avait été reconquise, forteresse des rats, et pas la planète de Macrèche dans son ensemble. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est Marnus Calgar qui s'occupait, malgré ses blessures, de coordonner les défenses des ultramarines, et il est bien content, nous dit-on, bien soulagé de voir arriver Guilliman pour lui donner le commandement des ultramarines. Alors, ce qui se passe, c'est que Guilliman, il a quand même à cœur de ne froisser personne, parce qu'il sait qu'il a besoin quand même des autres, et il reconnaît, alors je pense que ça va même au-delà avec Marnus Calgar, il reconnaît les compétences de Marnus Calgar, du maître de chapitre des ultramarines, et il lui demande en fait de rester à ses côtés pour pouvoir l'assister dans sa tâche. Alors, je sais pas si Marnus Calgar est dupe de cela, parce que on a vu en fait, dès qu'il s'était réveillé, il a coordonné les choses, et en quelques heures, je crois que c'était 1 heure ou 3, un truc comme ça, il a réussi à reprendre complètement la forteresse. Bon, il n'avait pas besoin des conseils de Marnus Calgar, mais là en tout cas, eh bien, il fait, alors je sais pas si c'est un effort ou pas, mais en tout cas, voilà, il montre, c'est le côté diplomatique de Roboute Guilliman, il montre à Marnus Calgar qu'il a besoin de lui, donc il lui demande des conseils. Est-ce que vous pensez que je pourrais vraiment faire par ici? Est-ce que vous le feriez comme ça, etc. Alors, au-delà de Marnus Calgar, il va garder en fait toute une coterie de conseillers. Donc, on va trouver évidemment Tigurius, on va trouver aussi tous ceux qui l'ont accompagné, donc Voldus, Cole, Célestine, Greyfax aussi. Alors, on ne parle pas des Inari pour l'instant, dans toute cette partie-là, on ne parle pas des Inari. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Est-ce qu'ils attendent bien patiemment? On les imagine pendant 4 jours et 4 nuits, comme ça, en train d'attendre que Roboute Guilliman sorte pour continuer. Ou alors, est-ce qu'ils ont accompli leur œuvre? Parce que leur œuvre, c'était tout simplement de réveiller Roboute Guilliman pour que Roboute Guilliman puisse accomplir son œuvre et puis débarrasser un petit peu une partie de la galaxie du chaos, contrer cette menace émergente, cette grosse menace qu'est le chaos. Voilà, on ne sait pas, on n'en parle pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Roboute Guilliman va s'appuyer sur les forces de chacun pour continuer à épurer complètement Macrèche. Alors on nous dit, le destin de la galaxie peut bien attendre que la maison de Roboute Guilliman soit débarrassée de la souillure du chaos. Et puis il sait que s'il venait à s'occuper un petit peu trop de l'extérieur, et bien les ennemis voudraient absolument se rassembler pour détruire le chapitre des ultramarines et donc le siège du pouvoir de Roboute Guilliman, enfin les deux, quoi, vous voyez, et il se dit que, aussi puissant soit-il, au bout d'un moment il finirait par être submergé sous une nuée d'ennemis, et que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc il se dit, on va débarrasser Macrèche pour en faire une base solide pour la reconquête. Alors, si vous avez vu en même temps les 500 World Titus, c'est assez marrant de suivre les deux en même temps. Petite parenthèse, moi je suis en train de lire les deux bouquins en même temps, et le fait que ce soit aussi proche et les deux visions, c'est vraiment assez intéressant. Même si les deux bouquins sont espacés de 9 ans, c'est assez fun de lire les deux en même temps. Et puis si vous cherchez sur la chaîne, vous avez tout le narratif de 500 World Titus. Ça fait 8 vidéos à regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Après, c'est ce qu'on peut s'attendre. C'est-à-dire que quand il est au combat, il est inarrêtable, c'est une force avec laquelle on peut compter. Personne ne lui oppose de résistance. Même chose avec toutes les contre-attaques qu'il peut donner. Voilà, il y a pas grand-chose d'intéressant à se mettre sous la dent, si ce n'est, voilà, on nous parle un petit peu des Iron Warriors, on nous dit qu'ils utilisent en fait des pièces d'artillerie semi-conscientes, donc ça par contre j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner en termes de figurines, parce que c'est vrai qu'à une époque, est-ce que c'était cette époque là, je sais plus, mais les Iron Warriors en fait pouvaient prendre des basilisques en termes de jeu, donc des pièces d'artillerie, mais elles n'étaient pas des machines démoniaques, c'était juste des pièces d'artillerie. Là ça pourrait être intéressant de voir si justement on aurait pu imaginer d'autres choses, en fait une pièce d'artillerie typique des Iron Warriors.
D'ailleurs, ça fait penser que ça pourrait être intéressant qu'il y ait justement un codex spécifique à Rune Warrior. Je suis sûr que les joueurs Rune Warrior, ils seraient contents, mais justement avec de la machinerie. Mais voilà, je pars un petit peu trop sur le jeu 40K, mais ouais, moi je serais pas contre avoir plus de véhicules. Et c'est vrai que les véhicules, c'est un petit peu mis en retrait et avoir une sorte de force qui serait une sorte de compagnie blindée Space Marine du Chaos, les Iron Warriors, avec des machines démoniaques. Ça me plairait bien. Donc voilà. Ensuite, rien de plus. On nous dit encore une fois que les défenseurs de Macrage donnent leur meilleure capacité justement sous le regard de Roboute Guilliman, et puis que petit à petit le sens de la stratégie leur permet de reconquérir des zones. Ils reconquièrent des silos de défense orbitaux, ce qui permet de pouvoir tirer sur la flotte du chaos qui est encore en orbite, et c'est là où tu dis mais attends, mais ils faisaient quoi alors du coup la flotte du chaos depuis les 4 jours et les 4 nuits là, ils n'étaient pas en train de bombarder le monde. C'est vrai qu'en fait il y a toujours cette dimension en fait avec le côté spatial et qui je trouve est toujours mal géré, parce que si on a une flotte du chaos qui est en orbite juste au-dessus, si à un moment donné ils voient que Roboute Guilliman vient de se réveiller, qu'est-ce qui les empêche de déclencher un exterminatus? Faut pas me faire croire qu'il n'y a que les forces loyalistes qui ont le pouvoir de faire un exterminatus. On peut raisonnablement imaginer qu'au sein d'une flotte du chaos qui est composée en plus de plusieurs légions renégates, il y a 2-3 petites ogives qui permettent de faire l'exterminatus sur Macrage en fait. Enfin, ils n'ont pas besoin de capturer le territoire. Le but, c'est de détruire Macrage. Et surtout quand il y a un Primarque qui vient de se réveiller. Donc ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Alors après, vous voyez, en fait, on aurait pu dire, par exemple, je sais pas, j'en ai aucune idée, qu'est-ce qui peut empêcher un exterminatus en même temps? Est-ce qu'il y a... Parce que en même temps, je me disais, on aurait pu dire, ah oui, mais il y a un bouclier au-dessus de la cité qui empêche le bombardement orbital, d'accord. J'aurais bien mis une petite phrase un petit peu là-dessus pour justifier le fait que les vaisseaux, ça fait plusieurs jours qu'ils sont en orbite et que, on est bien content de s'en débarrasser et grâce aux tirs de laser orbitaux. Oui, mais ils faisaient quoi avant? Ça n'avait pas un impact de plus, on n'a pas l'impression que ça avait un impact de plus. Donc ça, c'est toujours un peu dommage. Et on nous dit que, au fur et à mesure des reconquêtes, Greyfax va aussi sortir son épingle du jeu. Alors, encore une fois, le but pour Roboute Guilliman, c'est d'avoir des membres de toutes les factions de l'Imperium, c'est-à-dire du Mechanicus, de l'Astra Militarum, de l'Inquisition, les Chevaliers Gris, afin de souder en fait ensemble les forces de l'Imperium, parce qu'il sait que ensemble ils seront bien sûr plus forts et qu'il va en avoir besoin pour la reconquête de l'Empire de Macrage. Ça, c'est marrant, c'est vraiment la même chose que dans 500 mondes de Titus. Et puis voilà, alors on nous dit après quelques semaines de rude bataille, enfin le monde de Macrage est totalement libéré. Alors la suite du chapitre s'appelle la couronne des gloires. Donc une fois que Macrage a été libéré, Roboute Guilliman n'a de cesse de préparer la reconquête du royaume d'Ultramar. Mais il arrive vite à la conclusion que ses forces ont besoin de ce repos, elles n'ont pas sa capacité d'endurance, même si ce sont des post-humains, des ultramarines, et ils ont besoin de réparer le matériel, de réarmer, de soigner les blessés. Et puis, il se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a énormément de nouveaux chapitres, successeurs ou primogéniteurs qui viennent rejoindre les forces de Macrage. Premièrement, évidemment, pour apporter leur renfort, parce qu'il y a eu des appels à l'aide qui ont été lancés, mais aussi et surtout, on le devine, pour venir prêter allégeance aux Primarques ressuscités, voire de leurs propres yeux que Roboute Guilliman est bien revenu à la vie, que ce ne sont pas des fausses informations ou légendes, et ils viennent s'agenouiller devant le Primarque à chaque fois et puis regagner un petit peu de la confiance peut-être en l'avenir et en l'Imperium. Donc au fur et à mesure de ce temps-là, on a un consul, le haut consul de Magna Civitas qui vient proposer quelque chose à Roboute Guilliman. Il lui dit écoutez, étant donné que toutes nos forces sont en train de se rassembler et de se réarmer avant de repartir, ce serait une bonne idée de faire une parade de la victoire, une parade du triomphe, et même si ce n'est pas pour vous et que vous n'avez pas besoin, ce serait un message très fort à envoyer au reste de l'Imperium et aux forces du chaos, à savoir un Imperium fort et un Imperium victorieux qui célèbre le retour de son Primarque. Et forcément, Roboute Guilliman, lui, il a pas vraiment de temps à perdre avec des parades, mais en fait, il saisit en fait la finesse d'esprit et de raisonnement et il se dit,
En effet, c'est vrai que la communication reste une arme assez importante. Il l'avait lui-même utilisée en proclamant son retour sur les Vox dans la citadelle d'Hera. Et là, il se dit, oui, c'est vrai que ça peut apporter du réconfort, une énergie et puis de l'espoir justement à l'humanité. Et l'humanité manque d'espoir au 41e millénaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, lui redonner de l'espoir, c'est quelque chose qui le motive. Donc, c'est ce qu'on va organiser. Donc, on va organiser une parade énorme, donc sur des kilomètres, avec toutes les forces de Space Marine bien alignées. Là, je vous mets l'image que vous devez sans doute connaître, que vous avez déjà vu beaucoup de fois, et qui, je sais pas si elle vient de là ou si elle avait déjà existé avant, et là ils l'ont réutilisée, mais en même temps, voilà, c'est une image qui se marie très très bien et qui représente très très bien ce qu'on peut imaginer. On a toutes ces forces de Space Marine qui sont là. Et puis, eh bien, voilà, Roboute Guilliman se tient avec ses plus fidèles conseillers en haut d'un socle avec des colonnes en marbre, enfin tout ce qu'on peut imaginer de très prestigieux. Et puis, voilà, tout le monde scande le nom de Roboute Guilliman. Ça devient assourdissant. Et on a le consul qui vient déposer et offrir une couronne d'or, justement, de laurier d'or au Primarque. Et quand il la met sur la tête du Primarque, j'en imagine qu'il a pris un escabeau, eh bien le Primarque pense à tout cela, regarde un petit peu devant lui la puissance dont il peut jouir et tout l'amour en fait et la dévotion qu'il peut y avoir avec les combattants d'Ultramar. Il voit en fait le destin qui s'offre à lui, donc la possibilité bien sûr de reconquérir ce monde, et puis au fur et à mesure avec tous les renforts qui vont arriver, les chapitres successeurs qu'il va pouvoir réintégrer dans différentes forces, et bien pouvoir lancer une croisade, on n'a pas encore le nom, mais une croisade qui va pouvoir être relancée pour reconquérir l'Ultramar dans sa globalité, puis après Ultramar, le secteur, et puis après, pourquoi pas, la galaxie, jusqu'à arriver à Sainte Terra elle-même, et puis pourquoi pas reprendre le trône d'or, parce qu'en effet, c'est son dû, c'est son héritage, son père serait fier que le meilleur de ses fils puisse reprendre la succession et puis devenir justement l'empereur de l'humanité. On pourrait ériger des statues de Roboute Guilliman un peu partout en remerciement des services rendus pour la gloire éternelle et qu'il puisse régner pendant des années à la place de son père. C'est sur cette idée-là qu'il enlève la couronne, qu'il reprend conscience, et toutes ces idées-là s'évaporent en fait. Et il se retourne vers le consul et il crie, mais saisissez-vous de lui. Et en fait, dès qu'on a Voldus qui est juste à côté, dès que Voldus le touche, eh bien l'image vacille et on se retrouve avec une sorte de monstruosité bulbeuse et qui possède un pendentif fait en chair humaine, et une petite voix vient dans l'esprit de Roboute Guilliman et il la reconnaît tout de suite, c'est celle de Fulgrim. Et Fulgrim parle et dit « Oh mon frère, mais je suis bien déçu, je pensais que tu serais content en fait de cette couronne, de ce cadeau que je te fais, je pensais que ça te guiderait sur la voie de la gloire. Oh, comme je suis déçu parce qu'il y a tellement de champions, si tu savais, aussi purs soient-ils, qui ont succombé justement à l'appel de la gloire, tout simplement. Et je suis bien déçu que toi tu ne veuilles pas, mais en même temps, je te fais ce petit cadeau. C'est te dire qu'à partir de maintenant, tu ne pourras jamais être satisfait de ce que tu fais, parce que si tu commences à rentrer dans un sentiment de triomphe ou d'autosatisfaction, eh bien tu sais que je ne serai pas loin, tu sais que Slaanesh, la traite Slaanesh ne sera pas loin et que tu pourras succomber. Donc jamais, maintenant tu ne pourras plus te réjouir en fait de tes victoires. Et puis il dit, mais t'inquiète pas, j'ai pas mal, c'est le premier petit cadeau, mais t'inquiète pas, j'ai pas mal de petits cadeaux pour toi, on se reverra. Et puis, Roboute Guilliman tranche en deux l'amulette et puis son porteur avec. Alors, on nous dit que c'est pas quelque chose que les autres ont vu en fait. Donc on imagine qu'ils sont très loin, qu'ils se voyaient un peu loin, que du coup ça s'est passé, qu'il y avait, je sais pas, une estrade qui protégeait tout. Mais en tout cas, les Space Marines continuent à scander Guilliman. Et du coup, cette clameur en fait couvre complètement les cris de l'entité qui se fait trancher en deux. Et voilà, donc on se retrouve avec du coup un Guilliman qui se retrouve écœuré et qui doit faire bonne figure encore, donc qui se retourne
tourne et continue à regarder en fait tout ce qui lui rend hommage. Et voilà, au fond de lui, bien sûr, il y a cette petite voix qui tourne. Même s'il n'entend plus directement Fulgrim, eh bien, il reprend ça, évidemment ce qu'il lui a dit et c'est quelque chose qu'il va garder avec lui, hein, comme un héritage là aussi. Et c'est assez intéressant, encore une fois, d'avoir ce moment un peu de triomphe qui est tout de suite caché, mais c'est le sombre millénaire, c'est 40 000, donc c'est ça, on ne peut pas se réjouir. Et là encore, mais je trouve ça intéressant, et au final, c'est un vrai cadeau que peut lui faire Fulgrim, parce que au final, Roboute Guilliman n'a peut-être pas besoin, en fait. Alors peut-être pour la paix de son âme à un moment donné, de se dire, bon, j'ai fait du bon travail, mais en même temps, il lui donne une force, Fulgrim, parce qu'il lui dit, hey, tu dois toujours avancer, tu dois toujours aller de l'avant, tu dois jamais te reposer sur tes lauriers, justement. Et au final, je pense que c'est un cadeau qui va aider Guilliman à toujours remettre les choses en cause, toujours avancer et toujours donner le meilleur de lui-même, mais pour la bonne cause, pour l'humanité, et surtout pas pour son triomphe personnel. Par la suite, on a plusieurs exemples de différents chapitres qui viennent, comme je vous l'ai dit, soit prêter allégeance à Guilliman, soit vérifier qu'il est bien ressuscité. Et puis on a aussi toutes les différentes instances de l'Imperium. Donc c'est l'occasion de refaire un petit peu l'étalage. On a aussi le chapitre par exemple des Black Templars qui vient retrouver le seul représentant encore en vie, à savoir le sénéchal Amalric, qui est le dernier survivant de toute la force de croisade des Black Templars, qui avait accompagné justement le périple des Inari de Sainte Célestine depuis Cadia, et bien les chapelains, en le voyant, en le retrouvant, considèrent qu'il a été touché par la bénédiction de l'empereur et l'emportent dans le Scourge of Heretics, donc un croiseur des Black Templars, pour lui remettre l'épée noire du champion de l'empereur. Alors après, je me rappelle plus si après il redescend et puis qu'il va continuer à voyager avec Roboute Guilliman dans sa reconquête, ou peut-être on peut l'imaginer, que le croiseur Black Templar va pas repartir comme ça. Ensuite, on a d'autres forces. Donc encore une fois, je dis c'est l'étalage de force. Donc alors, pas trop de sorts de bataille. C'est d'ailleurs, je me pose la question, parce que on parle pas beaucoup des sorts de bataille. Donc on parle des Knights, on nous parle l'Adeptus Mechanicus, les Légions Titaniques, l'Adeptus Administratum aussi, pour pouvoir gérer un peu les choses. Mais étonnamment peu des sorts de bataille. Donc pourtant, alors avec qu'on a Sainte Célestine, etc. Mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que là, les sorts de bataille sont un peu mises un peu en retrait par rapport à ce qu'on a l'habitude, en tout cas maintenant. Ensuite, passage que je vais vous lire, donc un grotesque cybersynode de l'Adeptus Ministerium se rendit à la forteresse de Hera et insista pour confirmer puis proclamer la divinité de Guilliman. Le primarque ne consentit à cette béatification qu'après que Sainte Célestine et Greyfax aient insisté auprès de lui sur la puissance de l'exercice. Mieux valait s'en faire un fervent allié qu'un ennemi récalcitrant. Et là, on comprend bien à quel point ça devait être compliqué d'accepter le fait d'être un dieu vivant, d'être une déité, pour quelqu'un qui ne croit pas à la religion. Et puis quelqu'un avec une force de caractère comme un primarque, qui revient dans l'Imperium où son père a été érigé comme dieu, alors que surtout il voulait lutter contre les dieux. Ça doit être vraiment très dur. Mais bon, voilà, les atouts de Greyfax et de Célestine ont parlé, et puis il consent, parce que voilà, il ne veut pas se mettre à dos l'ecclésiarchie. Je me pose quand même les questions sur quels sont les tests en fait qui permettent au synode de confirmer la divinité de Guilliman. Franchement, honnêtement, je sais pas ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer des rituels un petit peu ésotériques. Essayer de voir, je sais pas, ce serait intéressant de voir ça, et puis de voir comment justement le primarque réagit à tout ça. Monseigneur, tendez votre main, je vais passer un pendule, ou alors on va tirer les cartes du tarot de l'empereur pour voir si vous avez une bonne pioche. Tirer une carte, Monseigneur, je sais pas, c'est assez étonnant, mais bon, voilà. Et puis ensuite, il y a vraiment quelque chose que j'avais complètement oublié. Et là, en le relisant, je fais, mais c'est ouf. Avant son départ, Guilliman avait une dernière préoccupation. Il décréta une ère de colère et de guerre, durant laquelle l'érudition devait être mise de côté. Donc ça veut dire, on se bat, on se focalise sur le combat, et on arrête d'apprendre des choses et de se cultiver. Enfin, je sais pas, je me rappelais pas, mais là, ça me choque.
Ça me choque complètement. Je ne me rappelais pas avoir lu ça. Et ça va très loin. Donc, le primarque choqua son chapitre en ordonnant que la grande bibliothèque de Ptolémée soit interdite à quiconque sous peine de mort. Chaque ouvrage, chaque dangereux secret renfermé dans cet antique dépôt fut verrouillé derrière des remparts d'adamantium et d'armes cerveau-automatisées. En même temps, une nouvelle salle de guerre fut bâtie, le Stratégium Ultra, d'où la reconquête de Guilliman pourrait être planifiée, retracée et coordonnée. Je comprends pas. Honnêtement, là, je comprends pas pourquoi il fait ça, de quoi il a peur. J'avoue que je ne sais pas, parce qu'en fait, le but de Guilliman et l'espoir, en fait, vous savez, dans la vidéo d'avant, justement, je vous parlais de l'espoir de Guilliman, c'est de bien sûr reconquérir l'Imperium, de le débarrasser de ses ennemis, mais aussi d'amener l'humanité sur la voie de la raison, en fait. Et empêcher l'humanité de se cultiver et de l'envoyer dans le chaudron de la guerre en se focalisant uniquement sur le combat, comme si justement, parce qu'en fait, la seule chose qu'on peut imaginer, c'est de se dire que Guilliman considère qu'il n'y a pas de temps à perdre avec l'éducation et que la seule façon de survivre, c'est de se concentrer sur le combat. Et c'est très, très noir. En fait, ça, c'est une vision qui correspond parfaitement au 41e millénaire, mais qui ne devrait pas correspondre autant à Guilliman, en fait. Autant justement accepter d'être déifié, alors que pour lui, mais juste... on va dire un peu mesquinement pour tirer profit de la situation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est simplement de réussir à pas se mettre à dos l'ecclésiarchie pour pouvoir les réutiliser à besoin, puis pas faire une guerre civile dans l'Imperium. Mais là, quand même, j'avoue que ce passage-là, je le comprends pas. Donc si, encore une fois, si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. S'il y a une raison à ça, je sais pas, est-ce que on pourrait imaginer que justement ça contienne des secrets qui favorisent l'apparition du chaos, peut-être, vous voyez, ce genre de choses, mais si c'est ça, ça me refait penser justement à l'erreur qu'avait commis l'empereur à l'époque de la Grande Croisade, où je me rappelle d'un passage qui m'avait vraiment marqué, c'est un des passages qui m'a le plus marqué, où du coup la Grande Croisade retrouvait des mondes de l'humanité, elle retrouvait un monde, et sur ce monde, eh bien, ils avaient pleinement connaissance du chaos, alors que l'empereur cachait l'existence du chaos, et les humains se disaient, ils étaient très cultivés, très avancés scientifiquement, et ils accueillaient avec bienveillance l'arrivée de l'empereur de l'humanité. Ils étaient prêts à s'allier, et puis en fait, ils étaient complètement effarés du fait que cet impérium ne reconnaissent pas l'existence du chaos. C'était avant l'hérèse d'Horus, hein, et qu'au contraire, c'était caché, il fallait pas en parler. Et eux disaient, mais non, mais au contraire, faut en parler. C'est un problème extrêmement grave, donc il faut savoir le gérer, et on va pas juste mettre un voile de pudeur sur le problème. Au contraire, il faut que chacun puisse être capable de le gérer, de le reconnaître, de l'identifier pour ne pas le favoriser. Et là, j'ai l'impression que on retombe dans ce travers-là avec Guilliman qui met la connaissance de côté. Je sais pas. Honnêtement, c'est vraiment un passage qui m'a surpris. Donc à vous de jouer en commentaire, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis la suite, c'est tout simplement, enfin, la reconquête est prête, et Guilliman est justement content de pouvoir repartir dans la guerre pour se changer un petit peu de la bureaucratie de l'Imperium, à tel point qu'il a un enthousiasme qui est assez visible. Donc, pour libérer le système en lui-même de Macredge, après que la planète Macredge soit elle-même débarrassée de la souillure du chaos, eh bien, on va avoir une grande bataille contre les Iron Warriors. Donc, on nous dit que ça se passe dans les cités ruches, que les Iron Warriors ne veulent pas reculer, qu'il y aura d'âpres combats dans les égouts, et que le sang des traîtres ressortira et fera déborder les égouts. C'est très imagé. Après, il y a un combat spatial qui est aussi intéressant, avec la flotte de l'Alpha Légion, même si c'est vrai qu'on n'a pas l'image de l'Alpha Légion, mais en fait c'est amusant parce que l'Alpha Légion, c'est vraiment tellement la légion des attaques insidieuses, on les voit jamais, que du coup on imagine mal une flotte de vaisseaux de l'Alpha Légion. C'est vrai, hein, on est tellement habitué à ce qu'ils soient cachés, qu'on les voit jamais. Donc en fait, combat spatial, bien évidemment, Roboute Guilliman est sur le Macredge Honor, le vaisseau amiral des ultramarines, et puis il dirige lui-même
le combat spatial. À un moment donné, donc on a quelques vaisseaux quand même de civils qui réussissent à passer le blocus de l'Alpha Légion, et quand ils sont accueillis par les croiseurs ultramarines, et bien en fait il se révèle que incroyable, ils étaient infectés par des traîtres de l'Alpha Légion, et en fait ils étaient bourrés d'explosifs et ça paralyse plusieurs des navires de Guilliman. Mais Guilliman s'attendait à cette traîtrise, il connaît l'Alpha Légion et il avait prévu justement des forces de réserve qui arrivent de derrière une des lunes de la planète pour prendre sur le côté les forces de l'Alpha Légion. Et pendant ce temps-là, il a envoyé en fait des tech marines au sol pour s'occuper de remettre en service les armes de défense orbitale. Et il se trouve que la force de l'Alpha Légion se retrouve entre trois forces: la force principale des ultramarines, les forces de réserve avec des vaisseaux rapides qui les prennent sur le côté, et puis en dessous les tirs d'artillerie navale de la planète. Et bien sûr pris avec un feu tricroisé, les forces de l'Alpha Légion sont purement et simplement éradiquées, et on nous dit on laisse en fait cette ceinture de débris comme hommage justement au combat et à la reconquête et à la vacuité des forces du chaos pour attaquer les mondes de Guilliman. Ensuite on nous parle justement du royaume d'Ultramar et des 500 mondes. Donc ce domaine stellaire avait jadis compris 500 mondes avant que Guilliman ne leur ait confié leur propre souveraineté. Là déjà on peut se poser la question, je me dis mais quel était l'intérêt en fait de Guilliman? À quel moment s'est-il dit on va je sais pas. Alors ça peut-être sans doute c'est dans les bouquins de l'Hérèse d'Horus, c'est pas un passage que j'ai lu, donc c'est pareil, si vous voulez le remettre ici en commentaire, que ce soit pour moi ou pour ceux aussi qui lisent les commentaires, c'est toujours très riche d'avoir ces informations. En tout cas, tout simplement, ce qui se passe, c'est que ces traités étaient à présent déclarés nuls et non avenus. Voilà, on vous a déclaré libre de vos choix, mais en fait non, ça n'a jamais existé. Donc maintenant, vous retournez dans le giron de Robot Guilliman. Et voilà, on nous dit en ces temps si sombres, le Primarque voulait voir son empire personnel recréé. Empire personnel recréé, je vous le dis, hein, c'est le rapport avec 500 World Titus, il est ultra présent à tel point que j'ai l'impression que ça se passe en même temps en fait. J'ai l'impression que 500 World Titus, ça se passe dans ce chapitre-là, à ce moment-là. Mais voilà, c'est très... Alors c'est pas le cas, hein, parce qu'après il y a les guerres de la peste, et justement cette reconquête se fait après. Mais là en fait, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui était présent dans le lore, il y a de ça 9 ans ou 10 ans. C'était là, les traités sont mis de côté, sont nuls et non avenus, aussi simplement que ça, sans explication, et puis les mondes doivent faire repartie du royaume d'Ultramar, et donc on le dit, hein, le terme il est là, hein, le royaume, l'empire personnel. Donc c'est assez fort. Je ne sais pas si à ce moment-là dans le texte c'était aussi fort que ce que c'est senti maintenant dans 500 World Titus, où là il y a vraiment cette notion de non, on ne peut pas bâtir un empire, c'est pas possible, ce serait un Imperium Secondus à l'intérieur de l'Imperium, c'est pas possible. Mais voilà, en tout cas Guilliman le fait, on nous dit pour une chose, c'est il souhaite que l'union fasse la force, parce qu'il sait qu'ensemble ils seront plus forts. Mais c'est, encore une fois, je vous dis vraiment, je suis content de continuer Gathering Storm, mais je suis content que le hasard du destin fasse que je vous traite ce passage-là en même temps que je vous ai traité 500 mondes Titus, et que si vous le souhaitez, si vous ne les avez pas vus, les vidéos, il y a eu, tout dépend quand est-ce que j'aurai réussi à sortir, et voilà, mais en fait vous aurez 8 vidéos qui sont soit déjà en ligne sur Tipeee, ou soit vous avez les 5-6 premières déjà, je peux pas vous dire encore à l'heure actuelle, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que vous les aurez aussi un peu plus tard. Donc par contre quand j'aurai terminé Gathering Storm, donc là voilà, il y a une vidéo par semaine, là on est page 44, le bouquin il en fait 120 à peu près, donc on n'est pas arrivé, mais une fois que j'aurai fini ça, je remettrai les vidéos de 500 mondes Titus, pareil tous les jeudis à 18h, et en attendant je vous en prie, venez sur Tipeee pour regarder ça directement, les vidéos sont sans pub, et puis ça soutient encore une fois mon travail. Donc pour finir, on nous décrit la reconquête des différents systèmes du royaume d'Ultramar, et donc avec des forces à chaque fois conjointes, donc les Iron-Men qui luttent avec les légions titanesques, les Dark Angel qui luttent avec les sœurs de bataille, les prêtres du Ministerium aussi, etc. Donc on a toutes les forces comme ça de l'Imperium qui s'allient et qui ensemble reprennent les mondes d'Ultramar, peut-être à défaut encore une fois des endroits où ils se battaient, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de forces qui sont simplement en réserve en attendant qu'il se passe quelque chose. Il y a toujours une guerre quelque part à mener au sein de l'Imperium, donc forcément si elles viennent dans le royaume d'Ultramar, c'est qu'elles ont dégarni un autre front, et qu'un autre front se trouve justement en proie aux Xénos, aux forces d'hérétiques ou que sais-je. Et puis tout simplement on nous dit que ça s'étale, parce que ça s'étale sur le temps au fur et à mesure, donc c'est des semaines,
puis des mois. Et ainsi de suite. Donc on est sur plusieurs mois de reconquête pendant laquelle voilà, Roboute Guilliman mène la charge à chaque fois, commande aussi les choses avec le nouveau Stratégum Ultra qui est sur Macrage, qui permet de coordonner ces efforts-là. Et puis voilà, fin de ce chapitre-là. C'était quand même assez intéressant. Puis je reviens vraiment sur pourquoi il interdit de lire et les rééditions, je me serais même attendu au contraire à la chose suivante, savoir que c'est une ère de combat, il ne faut absolument pas perdre de vue la connaissance, parce que si la connaissance vient à mourir, ce sera la fin de l'Imperium, et que même si nous triomphons, ce serait au prix de l'érudition. Donc c'est vraiment, ça m'a choqué. I'm shocking of the passage du bouquin. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. On n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de liker s'il vous plaît, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner aussi si vous n'êtes toujours pas abonné. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'êtes-vous toujours pas abonné? Je ne comprends pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt encore une fois sur Tipeee. Allez, gros bisous à tous, bye.